Merci beaucoup Charlie, merci beaucoup Patrice, Clément de nous avoir invités ici à Radio S'enchaîne pour parler de la cause des démunis, des sans-domicile. Exactement, exactement. Et merci à Fong aussi qui a la technique, salut. Yeah. Merci. Très bien. Merci à toi Kim d'être venu pour nous parler de Un Toit pour tous. Enfin, Toi pour tous. Oui, c'est Toi pour tous, ouais, parce qu'en fait il y a un autre organisme en France et il ne faudrait pas que finalement Ok, je vienne ouais. soutenir cet organisme qui n'est pas à but non lucratif en plus. Alors voyez un petit peu comment ça se passe dans les studios. Hein, voilà, pour le moment, vous pouvez nous écouter dans 1 minute sur Radio S'enchaîne, d'accord. Et vous allez sur notre site internet et pouvez écouter ce que nous disons et la musique en même temps. Mais vous pouvez aussi nous écouter là, on est bien d'accord, hein, c'est un peu débile ce que je viens de dire. Non, voilà. arrête de mésestimer alors. 30 secondes. Mais c'est vrai que ça marche bien souvent Facebook, les gens apprécient le live Facebook. Donc merci et puis partagez surtout, faites savoir qu'il y a cette émission, c'est important. C'est important, les sans-abri on en parle souvent l'hiver, mais on sait très bien que leur situation de détresse c'est toute l'année et qu'il nous faut agir nous tous toute l'année. La société civile, nous sommes les garants de pouvoir faire changer cette société. C'est nous qui avons ce devoir d'agir si justement on constate que les politiques n'ont pas finalement suffisamment agi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 11h Live. Alors aujourd'hui, au sujet du jour, ça va être le logement et puis l'association Toi pour tous avec Kim dans les studios. Bonjour Kim. Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent sur Radio S'enchaîne. Merci à vous tous de nous avoir invités. Merci Patrice Clément, journaliste. Également intéressant de parler avec toi puisque tu es candidat au Grand Conseil appuyant la cause des sans-abri. Exactement. Et puis merci Fong à la technique qui a mis en place tout pour cette superbe émission. Merci. Alors aujourd'hui, on va ouvrir l'émission en faisant une petite dédicace au malheureux Eric qui est parti de mort de froid il y a 2 nuits de cela. Et donc on va peut-être tout de suite ouvrir l'émission en diffusant l'interview. En fait, une personne qui veut rester anonyme, mais qui lui a donné de la soupe, qu'il a un petit peu côtoyé, voilà. Alors on écoute ça tout de suite. Lui, c'est la personne qui donnait la soupe à la personne qui est morte. On peut dire ça comme ça. Hein. N'oublie pas que tu es en live sur Facebook aussi. Hein. Vous, pas moi. Oui, mais on t'entend aussi. Ah oui. D'accord. Il faudrait que je trouve le moyen Donc on passe directement dedans. de mettre des enceintes pour que Facebook ils entendent. Là, c'est le Facebook, ils n'entendent pas l'interview là. Faudra quand j'ouvre les enceintes en fait. Musicien ou, Bah oui. ouais, ou autre. Mais quand il y a la musique, il faut Je couper. crois que tout le monde Prise de conscience. Alors prise de conscience est un fait. Maintenant, je crois que j'ai pas trouve un moyen inventé l'eau chaude. d'automatiser ça. Le problème, c'est que tout le monde le sait. Il y a ceux qui veulent fermer les yeux. Il y a ceux qui commandent leur foie gras et leur champagne à Noël. J'en fais partie, hein, pour l'amour du ciel. Mais moi, je voudrais voir une action concrète et qu'on mette dans le point principal des priorités pour la prochaine campagne d'éradiquer cette précarité. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup qui se fait, hein. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais à mon avis, s'il y a encore une personne qui dort dehors par les températures qui se fait en novembre, décembre, jusqu'en mars,
je crois qu'on a un problème. Et si on a un problème, il faut le résoudre. Autrement, ça ne sert à rien. On peut voter gauche, droite, super gauche, super droite, ça ne change rien. Il y a un problème. Ben, je vous remercie infiniment. Ben, c'est moi. Alors, très touchante intervention. C'est vrai qu'il y a des gens qui... Oups. Excusez-moi, je reprends. Très touchante intervention, je disais, de cet anonyme qui est, j'imagine, bénévole. Non, pas du tout, en fait. Il veut rester anonyme, tout simplement. Et voilà, point final. Je pense que Kim, que tu voudrais rebondir sur ça. Oui. En fait, il y a effectivement des sans-abri qui meurent dans le froid en Suisse. Effectivement, on n'en parle jamais. J'aimerais bien connaître les statistiques de par la police cantonale du nombre de gens qui décèdent dans l'anonymat, dans l'indifférence la plus totale, sans avoir de famille, sans avoir peut-être de liens d'amis qui pourraient révéler même l'identité de ces gens. Bon, après, on trouve certainement sur eux les pièces d'identité. Mais effectivement, il n'y a pas qu'en France ou dans d'autres pays que les sans-domicile meurent l'hiver, mais aussi l'été, dans l'indifférence, dans le désespoir total. Donc là, il s'agit d'une personne, monsieur et madame tout le monde finalement, qui a constaté cette situation, qui a ouvert les yeux et qui s'est dit, mais comment se fait-il? Comment se fait-il? Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au simple constat. À un moment, la consternation ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il nous faut tous agir. Et il est de notre responsabilité individuelle et collective d'agir. Donc tous ensemble, mobilisons-nous pour des actions concrètes, pour justement, par cette prise de conscience de l'opinion publique, que les pouvoirs publics également agissent. Nous avons ce devoir, si nous trouvons justement que peut-être les politiques n'agissent pas suffisamment, nous sommes garants à travers la société civile, de cette société, du moins des valeurs que nous voulons véhiculer. Parce que la société est en mutation, va changer, change, eh bien les lois devront s'adapter. Je te remercie, Kim. Ma première question, déjà te présenter en fin de compte. Hein. Bonjour, alors je suis la directrice exécutive de Toi pour tous. J'ai fondé Toi pour tous. Pourquoi? Parce que j'ai été confrontée de près dans ma vie à cette situation. J'ai été confrontée au fait de devoir partir de chez moi. J'étais en situation d'urgence avec un enfant, en bas âge, et je n'avais pas les moyens de partir de chez moi. Quand j'ai demandé de l'aide, parce qu'il est très difficile d'aller demander de l'aide, je me suis adressée aux instances qui permettent de l'aide, assistance sociale. On m'a dit, madame, on ne peut rien faire pour vous, vous êtes non éligible. Pourquoi? Parce que je justifiais de plus de 5 000 francs en fait, de biens, il faut savoir, dès qu'on a une voiture, ou plus de 5 000 francs d'épargne, ou un bien immobilier, eh bien, on ne va pas vous suivre. On demande aux gens de se défaire en fait, de cela avant d'être aidés. Ouais, donc je me suis débrouillée par mes propres moyens, j'ai été livrée à moi-même. Je n'ai pas fait les bonnes rencontres, parce qu'en situation de détresse, de faiblesse, on ne fait pas toujours les bons choix. Tout cela, ça a duré 3 ans, ça a été beaucoup de souffrance, et finalement cette souffrance morale est indécente. Heureusement, j'ai trouvé les ressources en moi de m'en sortir, les ressources morales. Tout le monde n'a pas ces ressources. Et je pense à tous ceux qui malheureusement n'arrivent pas à rebondir et s'en sortir. Et moi-même, je sais que j'ai eu cette chance, c'est vrai, ça c'est personnel, c'est très personnel, j'ai eu cette connexion, cette reconnexion à la foi, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidé. Des gens aussi fraternels qui m'ont amené des pensées positives, etc., qui m'ont dit, mais Kim, reprends l'estime de toi-même, tu vas t'en sortir, tu n'es pas entre guillemets n'importe qui, parce que c'est vrai que quand on vit cette déchéance, on croit qu'on n'est rien, c'est malheureux, mais on n'est rien aux yeux de la société quand on a plus un franc, mais finalement on est rien, on est ramené. La plupart des gens le disent pour eux-mêmes, c'est ce que tu viens de dire. On n'est plus rien en fait quand on est SDF en gros. Ben, on n'a plus la force d'agir, d'avancer, on est soumis à la lourdeur administrative. Bien sûr qu'il y a, heureusement, on dit un filet social pour ne pas totalement tomber, mais bon, la lourdeur administrative, des courriers à envoyer, malgré tout, il faut payer ces courriers, il faut... Enfin voilà, c'est pas si simple. Heureusement, j'ai ce caractère battant. Je savais que j'allais m'en sortir et je me suis toujours promis, parce que j'ai eu cette grâce de pouvoir m'en sortir, je me suis toujours promis que j'allais en fait aider tant d'autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai vécu cette situation, quelqu'un, ne serait-ce que par des valeurs, des valeurs solidaires, m'a transmis davantage le sens du partage. Et c'était une personne
qui vit dans un pays juste sorti des pays en voie de développement. Et bien souvent, ces pays émergents, développement, etc., ils ont davantage le sens de la solidarité, alors qu'ils vivent une certaine misère, mais eux savent encore partager, même s'ils ont très peu. Voilà. Donc, grâce à ce sens du partage, aujourd'hui, à travers Toi pour tous, on veut véhiculer ces valeurs de fraternité et on sait que oui, nous tous, à notre niveau, nous pouvons participer à ce que la société change et qu'on soit plus solidaire. Peux-tu nous parler comment a commencé ton projet et d'où t'est venue cette idée? Justement, par ce parcours personnel, je me suis rendu compte de l'aberration, de l'incohérence parfois du système. Oui, il y a un système en place, mais vous pouvez être considéré comme non éligible, c'est-à-dire que moi-même j'avais besoin d'être aidée, mais je n'ai pas bénéficié de cette aide. On s'aperçoit sur le terrain que si on s'adresse à certaines associations, etc., on va croire. Moi, j'étais femme avec un enfant, je me suis adressée à des foyers, on m'a dit, madame, non, il n'y a pas de place, etc. Donc, en fait, j'ai pu ouvrir les yeux et je remercie. C'est-à-dire que oui, c'était une situation très inconfortable. C'est un parcours initiatique. Finalement, aujourd'hui, je l'analyse comme ça, pour que j'ouvre les yeux sur ce qui finalement ne fonctionne pas. Enfin, les gens peuvent être soumis peut-être à une situation de violence, etc. Mais s'ils veulent tout de suite une solution, pour peu qu'ils travaillent, pour peu qu'ils aient justement des ressources, mais on va leur dire, mais débrouillez-vous. Bah, c'est un peu ça, ouais. Oui, effectivement, si vous avez 4000 francs de biens plus 1000 francs sur votre compte, c'est la limite de prise en charge. Ça c'est quelque chose que beaucoup de gens sont confrontés lorsqu'on demande de l'assistance au social. Parce que c'est pas pour autant qu'on a l'argent pour accéder au logement. C'est pas parce qu'on a 5000 francs que d'un coup on peut accéder au logement. C'est pas suffisant, on le sait. Mais il me semble qu'à l'hospice, si on a des biens, en fait, ou bien de l'argent de côté, on a le droit. Avant, il y avait 9 999 francs qu'on avait le droit de garder sur son compte en banque et d'avoir l'aide sociale. Maintenant, je crois que ça a diminué à 6 000. Je ne sais plus exactement. En fait, je crois que c'est 5 000. 5 000 Mais enfin, en gros, on a le droit, soi-disant, à que 4 000 francs de biens matériels, du coup, parce que quand on est à l'hospice, après, on n'a que dans les 1000 francs, et voilà. Voilà. Ouais, okay. Et pour moi, ce qui est très important pour un être humain, c'est toujours son indépendance et son autonomie. Il est important que chacun soit affranchi. On ne peut pas être dépendant d'un tiers qui nous tend la main. Parce que cette personne peut être bienveillante, mais elle peut aussi finalement avoir des intérêts à nous aider. Quel être humain n'est pas désintéressé? Je veux dire, une femme peut vite être dans une situation de grande vulnérabilité. Peut-être, si elle a des enfants, elle veut conserver la garde de ses enfants, etc., elle pourrait tomber malheureusement dans certaines situations très délicates. On peut le comprendre. Donc, non, surtout aujourd'hui en Suisse, c'est tellement facile de tomber dans la prostitution, dans le trafic, etc. Je ne dis pas, je ne stigmatise pas, heureusement. Tous les gens qui tombent dans le dénuement ou la détresse, heureusement, ne sont pas des alcooliques, des toxicodépendants, etc. Mais, je veux dire, il faut donner la possibilité à chaque personne qui vit une situation de transition, la possibilité de rebondir, et surtout il faut agir au moment de cette situation de rupture sociale. Il ne faut pas attendre que la personne se retrouve sans domicile fixe. Non, on est bien d'accord, mais parfois ça arrive aussi du jour au lendemain. Surtout mais ça arrive très très vite, ça arrive très très vite. Mais ce que je veux dire, il faut pouvoir tout de suite aider la personne dans les semaines qui suivent cet événement. faut pas qu'elle sombre. Parce que après, on le voit d'ailleurs, des gens qui sont à la rue depuis plusieurs mois, plusieurs années, il sera très difficile pour les réinsérer socialement. Déjà, ils auront perdu foi en la société. Donc, comment pourront-ils à nouveau faire confiance et vouloir revenir dans cette société qui les a trahis, qui les a oubliés, qui... Il y a des gens, en fait, il y a des SDF qui sont dans la rue, ils ne veulent, après tant d'années, en fait, quand ils ont la chance qu'on les aide et qu'on leur trouve un logement, ben en fait, ils sont face à une réalité, c'est de revenir dans cette société, et puis en fait, ils font 4 pas en arrière et ils préfèrent de dormir dehors parce qu'ils ont peur de cette nouvelle société. Il y a aussi cette problématique-là, en fait, qu'il y a des SDF, ben, ils préfèrent rester dehors parce qu'ils ont peur, en fait, de revenir dans cette société,
parce que ça fait des années qu'ils sont à l'extérieur et puis qui vivent dans le froid. Oui, Tout à c'est fait. malheureusement c'est la réalité. Et il y en a aussi qui veulent pas retourner aussi dans un logement, dans cette société, dans cette bulle en fait, on peut dire. Hein, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leur assurance, ils ne veulent pas payer tout ça, et puis ils préfèrent rester dehors. Et je trouve ça vraiment très grave et ignoble, moi, personnellement. Il faut pouvoir aider les gens tant qu'ils ont l'énergie de rebondir, parce que l'être humain a la volonté de s'en sortir. Je ne pense pas que par choix, on soit à la rue, ou alors on le vit bien, parce que finalement c'est une expérience de vie. On dit ok, pendant quelques mois, j'ai envie de tenter cette expérience. Sinon, on le subit. Donc c'est toujours la différence entre ok, vivre une situation parce qu'on le choisit ou on le subit. Et par rapport à ce que tu disais, qui est très intéressant, j'ai eu le témoignage il y a peu de temps d'une personne qui préfère être sans domicile parce qu'effectivement, sans donner d'adresse administrative officielle, eh bien cette personne, alors qu'elle a peu de ressources, ne sera pas soumise à payer les assurances maladie. Voilà. Donc elle préfère être sans domicile. Mais c'est triste, et c'est comme d'ailleurs durant l'hiver, des gens qui voudraient tellement avoir un toit pour être au chaud, qui commettent un petit délit, comme ça ils sont incarcérés, et au moins ils auront la télévision, le repas, et ils seront au chaud dans un lit. Alors, oui, Compris, non, vas-y. non, mais je voulais rebondir alors, sur ça, sur l'hiver. Alors, j'aimerais bien préciser une chose, c'est que la trêve hivernale, c'est du pipeau, d'accord? Je me suis renseigné il y a quelques jours, en fait, à la ville de Genève, au département du logement, et une femme m'a répondu, et je lui ai posé la question pour la trêve hivernale. Et la ville de Genève m'a répondu tout simplement, en fait, cette personne m'a répondu qu'en fait, c'est un acquis, en fait. Et elle a été très étonnée de ma question. Et tout simplement, à côté, il y a une femme à côté qui a entendu ce qu'elle disait. Et elle lui a répondu non, en fait, il n'y a pas de loi qui garantit une trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars. C'est tout simplement C'est un décret, c'est une trêve en fait. non, mais c'est les propriétaires qui peuvent soit te mettre dehors ou pas. Et alors en fait, ça met les gens dans une situation de recouvrement, en fait, je ne sais plus comment expliquer ça, de système d'administration, de juge, ils vont passer devant un juge, et ça va laisser traîner. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent, et puis ils n'ont pas le temps aussi d'aller voir un juge, même s'ils s'en foutent, en gros, entre guillemets, le juge s'en fout, puis il dira, mais on laisse traîner tout ça. Et puis aussi le matin, on ne sait jamais, le gars, une personne qui tape à sa porte, Un huissier. non mais oui, ou bien une copine qui tape à sa porte à 7h du matin, puis il pense que d'un coup c'est la police qui est là, et ben la personne, pendant toute cette trêve soi-disant hivernale, elle a peur. Oui. Et en fait, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi qui protège les gens qui sont pendant cette trêve hivernale. Tout à fait. Je voudrais rajouter une chose, en fonction de ce que nous voyons, hein, au travers des bénéficiaires qui font appel à Toit pour tous. Effectivement, des gens peut-être trop honnêtes, des locataires, acceptent de quitter leur logement parce que leur propriétaire leur a demandé. Pourtant, voilà, c'est la période hivernale. Eh bien, à un moment, nous disons à ces personnes, effectivement, il est important de connaître ses droits. Vous ne partez pas, tant que vous n'avez pas d'autre solution de logement, partir. vous ne partez pas. On vous a demandé de partir, très bien, mais tant que vous n'avez pas d'autre solution, vous restez dans le logement. Bien sûr qu'une procédure va être engagée, mais voilà, au moins vous gardez, vous gagnez du temps, parce que ne vous mettez pas en situation de détresse, vous ne pouvez pas quitter du jour au lendemain votre logement, restez dans les lieux. Voilà, nous on vous incite à rester dans les lieux tant que vous n'avez pas d'autre solution, vous n'allez pas être sans domicile. Moi je dis la même chose, restez chez vous pendant la trêve hivernale, restez chez vous. Enfin, pas pendant la trêve hivernale, puisque malheureusement il n'y en a pas, mais durant la période hivernale, effectivement, puisque les juges vont consentir, effectivement, vont peut-être comprendre la situation. Oui, et puis surtout si vous avez des poursuites et des problèmes de ce type, ça rend quasiment impossible de retrouver un logement après dans une régie. Il y a très peu de régies qui acceptent des gens qui ont des poursuites. Et il n'y a pas que les poursuites, mais bref, les poursuites c'est vraiment une enclume
Voilà, quand on C'est un boulet. voilà, et en plus ça coûte de l'argent, à chaque fois c'est 20 francs je crois pour tirer un extrait de poursuite et ça dure que 3 mois. Donc Exactement. c'est pour quelqu'un qui a déjà pas d'argent et qui est peut-être endetté et tout, c'est quand même une somme à mettre, même si c'est que 20 francs, bah 20 francs c'est en fin de mois c'est 2 jours de nourriture, enfin je veux dire voilà. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Charlie. Je voulais encore j'ai plein de questions à te poser, hein, bien sûr, Kim. J'ai entendu d'une manifestation qui s'appelle Good Festival. Tu peux nous en dire un petit peu plus Le Good Festival met en valeur tous ceux qui participent à un monde meilleur, les entrepreneurs qui ont une action sociale et solidaire, mais également les gens qui ont monté des ONG, des associations, des initiatives même individuelles hein, pour participer à ce que ce monde soit meilleur. Alors voilà, on parle d'énergie renouvelable, de respect de l'environnement, on pourrait envisager des personnes qui en fait ont des actions pour réduire la pauvreté. Tu as participé, ça J'ai participé, effectivement, nous étions invités à ce festival pour... Qui est à justement, Lausanne, hein, au musée olympique. oui, c'est bien ça. Et donc l'idée, c'est bien sûr de permettre un toit à chaque citoyen sur cette terre, puisque si chaque être humain bénéficiait d'un toit, cela participe à plus d'équité et à préserver la paix sociale. Mais ça se passe chaque année? C'est chaque année. Il y a même, je crois, 2 sessions par an. N'importe qui peut s'inscrire. Et je trouve que c'est très intéressant. Bien, je te remercie. Il y a aussi à une époque, il y avait beaucoup plus de squats, et des gens qui étaient vraiment à la rue dans les périodes de froid pouvaient un peu... des fois il y avait un peu la porte ouverte quand même, en tout cas au salon du squat pour se mettre au chaud, et ça il y a de moins en moins, c'est aussi quelque chose... Pour les plus démunis, c'est quelque chose qui manque, parce que c'est vrai que c'était devenu un peu une institution, les squats, surtout à Genève. Mais bon, au final, les gens qui en avaient vraiment besoin, je trouve que ça a disparu, c'est un peu dommage. C'était aussi des lieux alternatifs suivant les endroits. Et on s'aperçoit que la culture change. Alors, face à cela, il y a aussi l'avènement d'un monde nouveau, la mutation de la société, et tout dépend de nos valeurs, tout dépend de notre éthique. Qu'est-ce que nous décidons de faire en tant qu'acteurs de cette société ? La société civile, c'est nous tous. Rassemblons-nous et décidons d'avoir des actions concrètes. Toi pour tous, c'est un mouvement citoyen. Nous sommes issus d'un mouvement citoyen. Ce sont des femmes, des hommes qui ont décidé de se lever pour tous ceux qui n'ont pas accès au toit. Alors, qui sont ces gens? Qui sont les sans-domicile aujourd'hui? Qui sont ces... voilà. Alors, qui sont ces sans-domicile aujourd'hui? Par définition, Ben oui, c'est ça. tous ceux n'accédant pas à un toit. Voilà, Que tu développais, donc en fait vrai. c'est tous ceux qui n'accèdent pas à un toit. Donc aujourd'hui, il faut arrêter avec l'image d'Épinal dans l'inconscient collectif du SDF marginal à la rue. Aujourd'hui, tous les gens qui n'accèdent pas au toit, mais ce sont des milliers de gens. C'est énorme, on parle de 5 000 à 10 000 personnes en Suisse, mais finalement ce n'est que le haut de l'iceberg. Parce que si on réfléchit, effectivement, tous ceux qui n'ont pas accès au toit, dignement et légitimement, ce sont des gens qui, faute de ressources, dont les bénéficiaires par exemple de l'AI ou du social, les working poor, donc les personnes qui par exemple sont en intérim ou à contrat indéterminé, eux n'accèdent pas au logement hein, puisqu'ils doivent justifier de garanties et aussi présenter un garant. Tout le monde dans l'exclusion n'a pas forcément de garant à présenter. On le sait quand on est dans des situations de difficulté, souvent il n'y a plus les amis, il n'y a plus la famille, on dort dans une voiture, qui sait qui est là pour nous tendre la main? Il n'y a pas grand monde. Hein. Les retraités, on sait très bien qu'aujourd'hui, qui souffrent de la pauvreté en premier lieu, ce sont les retraités, les petites retraites. Hein. Les personnes en situation de transition, je pense aux familles monoparentales, aux gens qui vivent une séparation ou un divorce. Tous ceux, et on l'a dit, qui ont aussi un acte de défaut de bien, un entrepreneur qui fait faillite. Derrière, avec des dettes lourdes, il n'aura pas de deuxième chance pour accéder au logement. Ces gens ne demandent pas grand-chose. Ils ne demandent pas à accéder à la propriété. Ils demandent simplement à accéder au toit, à être locataire. Ils n'arrivent même pas à la fin du mois à mettre de l'argent de côté, à épargner. Comment se fait-il en 2017 en Suisse qu'on ne permette pas l'accès dignement au logement? Ou alors, je le disais aussi, toutes les personnes non éligibles à l'aide sociale, mais qui pourtant sont en situation de détresse, et il y en a.
Oui, parce qu'en fait, à l'aide sociale, on peut éventuellement vous avancer la caution, puis après on vous fait un plan de remboursement. Oui, il me semble. Ouais, Mais tout quand on n'est pas on n'est pas inscrit là-bas, on n'a pas la possibilité d'y être inscrit, et parfois il y a même un délai assez long pour entrer dans l'aide sociale. On peut se retrouver pendant même jusqu'à 3 mois sans toit, sans rien, parce que il fallait être, ça met du temps pour que le dossier passe à travers toute l'administration, quoi. Le délai administratif, tout à fait. Et puis ce sont donc des Suissaises, des Suisses, des résidents qui sont autonomes et intégrés. Certains travaillent et ces gens-là Exactement. n'accèdent pas au logement. Exactement. Donc aujourd'hui, on voudrait, nous, à travers Toi pour tous, faire toute la lumière sur tous ces gens-là. Donc ce sont des milliers de gens. Comme on dit, Caritas dit 1 million de pauvres en Suisse. S'il y a 1 million de pauvres, mais forcément, il y a des milliers de gens qui vivent le mal logement. Exactement. Ouais. Oui, puis on dit 1 million de pauvres, mais le barème, on peut être quelques pourcents au-dessus et on est toujours aussi pauvre, hein, je dirais. Parce que Ça c'est clair. la ligne est très fine. Alors on est face, effectivement, au fait que les loyers sont très hauts, mais on est face aussi à une pénurie de logements. C'est ce qui se passe à Genève. Il n'y a pas finalement de logement accessible à tous. Donc, à un moment, quand est-ce qu'on propose une alternative à l'hôtel ou la rue? Parce qu'on ne va pas laisser les gens dormir dans des caves, dans des buanderies, dans des escaliers, dans des greniers, dans des cabines téléphoniques. Nous, on a des gens qui nous ont témoigné dormir dans la forêt, des femmes. D'accord. Donc c'est une... C'est ignoble. Il n'y a pas de mots pour ça. Oui, et on voit d'ailleurs tous les jours, il y a des gens, c'est la course à la mendicité pour avoir les 25 francs au plus vite, pour aller vite à l'Armée du Salut, pour avoir une chambre avant 8 heures, parce que et les places sont très limitées. Et ce ne sont que des solutions ponctuelles. C'est Comment- des pansements, moi j'appelle ça des pansements. Exactement. Comment on peut demander à un être humain d'aller quémander sa nuitée, juste une nuitée, sans savoir si Voilà. le lendemain il aura à nouveau sa chambre, hein, parce qu'il faut faire la queue. Et puis il faut savoir, parce que les gens ne savent pas ça, que ces personnes, on appelle ça ces gens des itinérants. Ce sont des itinérants, n'est-ce pas? Ça coûte Ouais. 1,7 million au canton de Genève pour accueillir donc 1100 personnes. C'est une moyenne de 1100 personnes à Genève qui dorment dans les centres d'abri d'urgence. Donc ces gens n'ont droit qu'à 30 nuits par an pour accéder au logement d'urgence. Seulement 30 nuits alors qu'on sait que l'hiver dure bien plus longtemps. Ici Ouais. c'est entre 4 et peut-être même 5 mois parce qu'en automne il fait froid, même début du printemps. Exactement. Ouais. Donc voilà, quand on parle de progrès social, nous sommes en Suisse, un des pays les plus riches au monde, qui affiche un PIB à 660 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on décide de faire dans un pays de la haute technologie, un pays qui affiche bien sûr une croissance énorme bancaire? Qu'est-ce que ces personnes, ces investisseurs décident de faire, ces promoteurs dans l'immobilier? Voilà, nous on incite tous ces partenaires, tous ces gens à fédérer et à mettre en place des logements relais, des appartements relais. Tu parles de 1,7 million des dépenses de la ville de Genève. À l'échelle de la Suisse, combien cela coûte? C'est une estimation parce que bien sûr, on n'a pas les chiffres de l'ensemble des personnes qui sont sans domicile. Parce qu'elle ne veut pas les donner, la ville? En Bien fait, sûr. il n'y a pas de réelle statistique là-dessus. Ouais. Parce que Déjà, ça coûte un peu ou bien? il est difficile de recenser une personne qui n'a pas d'adresse. Oui. Voilà, déjà, ne serait-ce que par cela. Et puis aussi toutes les personnes qui ne se manifestent pas dans ces situations d'extrême détresse et de dénuement. Parce qu'on le voit, c'est l'isolement social. Il y a beaucoup de gens déjà qui n'osent pas demander de l'aide sociale. Des gens qui adoptent une forme de déni aussi, en disant je vais m'en sortir, ok là actuellement provisoirement, le temps d'un divorce, je dors dans ma voiture, mais je vais rebondir, je vais m'en sortir, jusqu'au moment où ces gens en fait s'enfoncent dans la spirale infernale, Complètement, ouais. et c'est trop tard. Et après, c'est un labyrinthe pour s'en sortir administrativement si on ne connaît pas tous les tuyaux et qu'on n'est pas assisté aussi pour savoir où aller et quoi demander surtout. Tout à fait, oui, si on n'a pas cet accompagnement social. Donc voilà, nous on a estimé, c'est une estimation en termes de coûts directs, mais si on compte aussi tous les coûts indirects, parce que c'est énorme, je pense qu'on est à plus d'une centaine de millions de francs, je pense vraiment. Donc si on proposait en fait du logement relais d'urgence, ce serait finalement, à travers ce cercle vertueux, en comparaison au système actuel à effet pervers, je pense que, bien sûr, ce serait très vite et largement amorti en quelques années. Il y a certains programmes dans d'autres pays qui fonctionnent bien.
qui a une économie sociale et solidaire plus généreuse. Des pays comme la Suède, la Finlande ont considérablement baissé le sans-abrisme. Donc nous pouvons le faire, nous avons cette responsabilité de le faire. Pourquoi? Parce que la Suisse affiche comme fer de lance en fait l'humanitaire à travers le monde. Didier Burkhalter a signé en décembre 2015 les accords de développement durable de l'agenda 2030 pour réduire la pauvreté d'ici. Donc 2030, c'est demain. Hein. Qu'est-ce que nous décidons de faire sur le plan local, intercantonal et national? C'est notre responsabilité d'agir déjà chez nous, sur le plan local. Déjà à Genève, on est bien d'accord. Tu parles des relais d'urgence. Que représente le coût de la construction de logements relais d'urgence? Alors aujourd'hui, il faut être pragmatique. D'accord? Nous sommes une ONG, nous n'avons pas non plus énormément de fonds. Nous n'existons qu'à travers les dons privés, uniquement à travers les dons privés. Quelque part, si on veut voir là quelque chose de positif, c'est que nous sommes autonomes et indépendants. Mais puisque nous avons des architectes qui sont partenaires de Toit pour tous, il a été réfléchi à différentes solutions, notamment des cloisons modulables. Aujourd'hui, on peut tout à fait poser dans des bâtiments existants des cloisons modulables qui pourraient aussi être enlevées très vite, en 2 jours, hein, si le propriétaire demande en quelques jours que tout soit enlevé parce qu'il doit vendre son logement. Nous, on envisage effectivement l'aménagement de logements relais dans des bâtiments existants durant la période de latence de l'obtention de permis de construire. Il y a des projets immobiliers, souvent ça prend le temps des autorisations, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on décide de faire durant cette période d'intelligent qui pourrait aussi revenir aux propriétaires, hein, pourquoi pas, ils pourraient bénéficier aussi de ces rentrées locatives. Nous passons une convention avec le propriétaire et on pourrait loger des gens. Voilà. Donc ça, c'est possible. On pourrait imaginer des blocs sanitaires, même si on aménage cela dans des bureaux, c'est possible. Voilà, on pose des blocs sanitaires, on pose des cloisons modulaires. Aujourd'hui, c'est très facilement faisable, ça ne coûte pas si cher. Non, tout à fait. De toute façon, on voit bien dans des endroits comme le hameau, etc., rien qu'avec des containers aménagés, on arrive à faire des appartements, des petits logements assez dignes. Je veux dire, c'est petit, mais c'est quand même digne et il y a tout le confort nécessaire. C'est pas, je veux dire, ça coûterait pas des fortunes, même de créer, à mon avis, des logements solides. Si vous avez cité des chiffres, hein, vous avez dit il y a 1000 à 2000 sans-abri à Genève. 1000 à 2000 logements, ça ne doit pas coûter des masses. Ça coûte 10 millions en fait. Ou même si ça coûtait 100 millions parce qu'on veut faire bien les choses, je veux dire, si on a un budget de 100 millions qui est dépensé par an pour loger les gens en détresse, ce serait sur 10 ans ou 20 ans, ce serait remboursé 10 à 20 fois. Je veux dire, c'est une aberration économique cette crise de logement. Tout à fait, parce qu'on n'a pas parlé non plus des gens qui sont à l'hôtel. Hein. Ça coûte plus de 20 millions par an à fonds perdu, parce qu'en termes de coûts directs et indirects, on n'est pas à 15 millions, on est à plus de 20 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut prévoir le logement à l'hôtel, bien sûr, donc on paie les loyers. Hein. Il faut savoir c'est 2500 francs à 6000 francs par mois pour une famille à loger à l'hôtel. Ce sont les contribuables qui payent, c'est la collectivité, ce sont vos impôts. Donc il faut payer le garde-meuble aussi, c'est 300 francs par mois qui se rajoutent. Il faut payer tout l'accompagnement social de ces gens qui sont en dépression, qui sont peut-être parce qu'ils sont en souffrance, en addiction, et on ne juge pas. Je veux dire, c'est comme ça. On peut avoir aussi, donc là bien sûr, c'est le psy, il faut payer toutes ces personnes qui font l'accompagnement social, mais ça peut être aussi des gens en rébellion, parce qu'ils en ont peut-être ras-le-bol de ces situations de vivre dans 10 mètres carrés, sans kitchenette, sans lave-linge. En plus, ils peuvent même pas cuisiner le colis du cœur ou le peu par exemple, ils ont un bon de nourriture. Bon, mais très bien, mais s'ils peuvent même pas cuisiner dans leur petite chambrette la nourriture. Moi, j'ai discuté avec une maman, excusez-moi, je fais une petite aparté, une maman qui avait son fils de 16 ans. Ils devaient se partager 10 mètres carrés. Avec leurs affaires, ils n'avaient que 1,5 mètre carré où ils pouvaient circuler. Mais c'est incroyable, elle est restée 6 mois dans une chambre d'hôtel alors qu'elle travaillait. Et en plus, elle devait, en plus du social qui payait qu'une partie, elle devait payer par mois, chaque mois, plus de 1000 francs pour cette chambre, ce qui, bien sûr, considérablement lui mangeait son pouvoir d'achat. Donc, pour revenir au coût, bien sûr, les gens peuvent être en rébellion. Donc,
ils commettent, imaginons, des délits. Alors, ils seront incarcérés. C'est ce qui coûtera de plus cher aussi à nous tous qui payons donc les impôts. Nous représentons la collectivité. Donc, en termes de bénéfices mutuels et réciproques, on a tous intérêt à agir. Ça va participer à des économies budgétaires, ça participera au bénéfice de nous tous et finalement au mieux-être de toute la société. De toute la société. Je dis bien autant des nantis, des plus fortunés que des plus pauvres. Et aujourd'hui, il y a un écart endémique entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, agissons, réagissons. Je trouve très bien que des grandes entreprises, que des multinationales fassent du bénéfice. Mais finalement, quelle est la part de redistribution de ces grands groupes? Rien du tout. Alors, moi, je veux croire, je reste positive, je veux croire qu'il puisse y avoir, heureusement, j'espère, une conscience, qu'il puisse y avoir une responsabilité sociale et solidaire et que de plus en plus des entreprises se positionnent. On veut espérer, nous on espère à travers Toi pour tous, que des grands groupes, Indouni, Implenia, enfin les plus gros, puissent, on espère, se rapprocher effectivement de notre initiative, pouvoir nous aider, devenir partenaires et associer leur image à une cause éthique, sociale et solidaire. Voilà. D'ici 2020, donc 2020 c'est demain, qu'il y ait 0 SDF. Donc très bien, quelles sont les actions concrètes mises en place? Nos élus, on ne les entend jamais se positionner sur cette question. Rien du tout. Il y a la campagne 2018 à Genève qui se prépare. Exactement. Nous allons tout faire pour que ce sujet d'importance majeure figure dans la campagne 2018. Nous voulons savoir quelles sont les réelles mesures qui vont être mises en place pour ces gens. C'est très important. Alors là, je te rejoins complètement sur ce sujet-là. Et je te remercie d'ailleurs aussi, bien sûr, on fait bien la part des choses, tu es journaliste aujourd'hui, oui. Mais également tu te présentes pour donc le Grand Conseil. Je compte sur toi pour que tu puisses affirmer tes valeurs et qu'enfin il puisse y avoir des solutions pour tous ceux qui n'accèdent pas au logement dignement. En tout cas, c'est vrai que là je fais la part des choses en tant que candidat. Je ne sais pas si je serai élu ou pas, mais en tout cas, je ferai le nécessaire pour ces gens qui sont qu'ils aient un toit et aussi qu'ils aient une dignité pour les assurances, pour un logement, pour du travail, pour toutes ces choses-là. Et en tout cas, moi, je ne serai pas dans un bureau avec mon café, je serai sur le terrain et je ferai le nécessaire pour ces gens-là. En tout cas, voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, en Suisse, donc, quand on a les lois, les constitutions, etc., chaque canton est libre de l'appliquer selon sa compréhension. Donc on peut faire bouger les choses au niveau local dans nos villes. Il faut simplement agir au niveau politique et puis s'investir, prendre part à cela, quoi. Je vais remettre juste l'affiche. Exactement. Et on s'aperçoit que les droits fondamentaux de l'être humain ne sont pas respectés, que les lois ne sont pas appliquées, puisque dans certains cantons, par exemple le canton de Vaud, on est dans l'obligation de permettre un toit à chaque citoyen. Donc comme tu le disais Charlie, effectivement tout dépend des cantons. Là, concernant le décès d'Éric hier, avant-hier, parce que ça on ne peut pas l'oublier, il faut quand même en parler, c'est un être humain. Chaque être humain a droit à une vie décente, on ne peut pas laisser les gens mourir seuls, dans le désespoir, dans la rue, ce n'est pas possible. Et si on prend donc le code pénal suisse, qui est assez clair sur la question, il est sanctionné selon l'article 128 donc du code pénal, une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qui l'a blessé ou à une personne de danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir. Donc une personne qui dort dehors par le froid hivernal, avec peu bien sûr d'habits chauds, etc., est-ce que cela peut être considéré comme danger de mort imminent? Moi je dirais effectivement qu'il y a non-assistance à personne en danger. On ne peut pas dire que nous ne savons pas. On ouvre les yeux sur cela, on le sait, on les voit ces gens-là. En tous les cas, si on veut le voir, on le voit. Et je parlerai même, là je vais très très loin bien sûr, je peux être décriée, etc. dans ce que je vais dire. Moi je vais très loin. Je parle de crimes contre l'humanité.
Carrément. En France, il y a plus de 2500 personnes qui meurent dans le froid chaque hiver, d'accord, ou alors peut-être ce sont des chiffres à l'année, je ne sais pas vraiment. Bon. Ce que je veux dire, combien y a-t-il de gens démunis qui meurent en Suisse, de gens qui meurent faute de ressources, de toits, d'aide, etc. Combien y en a-t-il? On ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Le gros problème, c'est que la ville de Genève ne reste pas transparence. Il n'y a pas une transparence par rapport à ça. Et puis ils veulent, en fait, j'ai l'impression personnellement qu'ils veulent étouffer un petit peu ce sujet-là. En fait, moi, en fait, nous insistons pour fonctionner en coordination avec tous les organes sociaux, avec toutes les associations qui ont ce même but. C'est très important. Au contraire, je pense qu'en fait, même les organismes sociaux sont très démunis face à cette question. Ah oui, complètement. Les assistances sociales aident les gens comme elles le peuvent. Hein. En fait, aujourd'hui, les organes sociaux suisses sont très très réactifs. L'Hospice Général fait aussi un travail considérable. Il y a aujourd'hui une aide financière aux gens. Ça arrive très vite. En général, en 2 jours, les gens ont l'aide financière. Mais qu'est-ce que peuvent faire les gens s'ils ont l'aide financière mais pas le toit, pas l'accès au logement? Et on sait très bien que les organismes sociaux ne sont pas en mesure de délivrer du logement. Les gens sont livrés à eux-mêmes pour aller trouver du logement. Ils ont des listings d'hôtels qui leur sont donnés et à eux-mêmes de faire les démarches pour trouver une place libre, disponible. On ne pense pas à tous ceux qui ont des animaux de compagnie. Exactement. Les femmes, souvent, à la rue, ont des chiens pour se défendre de toute agression physique. Les femmes sont soumises au viol, aux agressions, au vol aussi, enfin voilà. On le sait, même les hommes d'ailleurs, parce que oui, on parle des femmes, mais les hommes aussi peuvent être violés, bien sûr. Fait, ouais. Donc, ces gens ont des chiens. Il n'y a pas suffisamment de refuges, de lieux d'accueil d'urgence qui acceptent les chiens. Et puis, il ne faut pas oublier que tous les hôtels ne sont pas 4 étoiles. Hein. Oui, souvent c'est des hôtels décatis. Complètement délabrés, pas du tout entretenus. Je ne veux pas nommer certains hôtels parce que j'en connais quand même qui habitent dans ces hôtels-là et puis qu'ils m'en parlent, hein, que c'est un vrai bordel. Je m'excuse, je parle avec mes mots, c'est un vrai foutoir, bordel. Il n'y a aucune décence. Carrément, il y a des problèmes de moisissure. De moisissure, exactement. D'insalubrité. Voilà, exactement. Alors, justement, on pourrait en venir à qu'est-ce qui peut être considéré comme un vrai domicile permettant de mettre à l'abri une personne. Eh bien, c'est d'abord un cadre sécuritaire, salubre, décent, qui permet une adresse nominative administrative pour que ces gens puissent bénéficier de prestations complémentaires. Si les gens ne bénéficient pas de prestations complémentaires, souvent on leur supprime parce qu'ils n'ont plus de logement. Quelqu'un dans une voiture, on va lui supprimer ses prestations complémentaires. Donc il va basculer en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 2200 francs en Suisse. On sait très bien qu'on ne vit pas en Suisse avec 2200 francs. Donc si la personne bascule en dessous du seuil de pauvreté, elle aura, tout dépend des personnes, mais entre 1300, 1500 personnes. Imaginez une famille qui vit avec 1300 francs. Donc là, ces gens ne seront plus du tout en mesure d'accéder au logement parce qu'aucune régie ni aucun propriétaire ne va permettre l'accès au logement. Donc la personne, par la force des événements, se retrouvera sans domicile. Donc pas de logement, on dit pas de travail et inversement, pas de travail, pas de logement. Et surtout, ne l'oublions pas, c'est un coût à supporter par la société. C'est nous tous qui payons cela. Donc décidons du changement. Oui, tout à fait. C'est justement pour ça que, pour moi, c'est une aberration économique. C'est que régler le problème serait en fait une économie fabuleuse. Si on réglait le problème, demain on dit dans une année on a fait 2000 logements, on aurait réglé le problème en une année pour un bon nombre d'années et on se serait remboursé, mais à une rapidité. En une année ou 2 ans, on aurait remboursé déjà, je pense, Tout à fait. Il faut pouvoir, dans le paysage urbain genevois, intégrer ces logements relais d'urgence. Nous incitons les coopératives à proposer ces logements relais. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand tout va bien, ok, on accède à la propriété, on est propriétaire, tout va bien, on a une petite famille, tout va bien. Personne n'est à l'abri d'une situation de divorce, on le sait, de violence, de difficultés de vie. Alors, la personne va se séparer, elle va aller où? Mais si on a anticipé, si dans le modèle d'habitat, on a déjà intégré le logement d'urgence, eh bien voilà, on aura une solution de secours. Oui, Tandis qu'en fait, on attend toujours la conséquence pour agir, mais on ne travaille pas sur les causes. Alors, soyons plus
intelligents, en bonne intelligence collective, essayant de penser à de nouveaux modèles d'habitat. Aujourd'hui, l'être humain sur cette terre va être amené à se déplacer pour le travail. On a beaucoup de travailleurs nomades. Donc ces gens-là ont besoin de trouver du logement itinérant finalement. Donc on s'aperçoit qu'il y a une mutation totale de la société. Nous devons aussi adapter le modèle d'habitat. Justement, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Une maison, un bien immobilier ou la vie humaine? Oui, tout à fait. La question se pose même pas. Je crois qu'elle ne se pose même pas. Donc Exactement. je pense qu'il convient que la vie humaine a plus de valeur que de la matière inerte, même si certaines personnes nous diront non, un bien immobilier, parce qu'il y a aussi ça, c'est affligeant, mais malheureusement il y a ça. Donc que représente finalement le coût de la construction de logements relais d'urgence? C'est ce que tu disais, Charlie. Finalement, ça pourrait être très vite réglé, cela. Ouais, je veux dire, ça pourrait être très très vite réglé même. Moi, j'aimerais rebondir une chose, c'est que en fait, ça me fait marrer parce que ils veulent acheter des avions là maintenant et ça va nous coûter plus de 8 milliards, on ne sait pas combien. Et le budget militaire, pourquoi pas qu'on prendrait une partie du budget militaire mais faisons des choses pour les gens qui sont dans la précarité. Je suis d'accord avec toi, mais le budget militaire, moi je dis on en a besoin, et vraiment en Suisse... On en a besoin. Non mais c'est une question attends, qui se pose même pas. Attends, à Genève, en Suisse, les pilotes se réveillent à 8 heures. Hein. Non mais on a les moyens d'avoir un budget militaire et de régler la crise du logement. La question se pose même pas. On a les moyens de largement régler la crise du logement. Et même d'augmenter le budget militaire si on avait envie en même temps. Oui, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. En fait, on a largement les moyens de résoudre cela. Il suffit d'une prise de conscience. C'est très important. Personne ne veut avoir la responsabilité d'endetter la ville d'une petite somme parce que les mandats sont très courts. Ouais. Alors voilà, on va régler la crise du logement pour 100 ans, mais la personne qui va faire ça, on va lui reprocher pendant 4 ans de l'avoir fait. C'est ça le problème aussi. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui est touchée. Il faut savoir qu'il y a 15% de la population qui serait touchée de près par la pauvreté. Je pense que les gens, quand ils entendent ces chiffres, sont choqués. Parce que peu de gens ont conscience de cela et ça ne va pas aller en s'améliorant. Ces chiffres vont augmenter. On n'oublie pas qu'il y a aussi la vague migratoire. Il y aura, de par les changements climatiques aussi, beaucoup de gens qui seront amenés à se déplacer, qui vont venir ici en Europe. Je veux dire, voilà. Les bunkers sont pleins déjà. Enfin, ça fait plusieurs années, depuis 2014-15 déjà, que tous les bunkers sont réquisitionnés. Et c'est bourré à craquer. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle Toi pour tous a initié la Journée internationale du sans-abri, puisqu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, à l'heure de la mondialisation, on se doit de penser ces questions sur le plan aussi national et international. Je pense qu'effectivement, déjà aussi, le point international, c'est parce que déjà sur tout le trajet pour arriver ici, ne serait-ce qu'en Europe, c'est le même problème de logement pour ces gens qui dorment dans des forêts, dans des montagnes, sur des chemins pour passer les frontières, etc. L'hiver notamment, et là il y a des morts non recensées, je pense, d'une façon assez incroyable. Et le problème à la source aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de logement, qui sont bloqués dans des pays en Afrique du Nord, en Orient, et ils n'ont plus de logement depuis des années parce qu'ils ont galéré déjà rien que pour faire la moitié du chemin. Et ils n'ont plus de solution de toute façon, ne serait-ce que pour retourner chez eux ou pour arriver jusqu'ici. Merci Charlie, tout à fait. Combien y a-t-il de sans-abri à travers le monde? La pauvreté n'a pas de frontières. Elle est dans tous les pays. Elle est en Suisse, elle est dans les pays, bien sûr, les plus pauvres en développement émergent. Elle est dans les pays en guerre, en souffrance. Elle est en Suisse. Décidons ici déjà d'agir pour tous nos concitoyens, nos Suisses résidents qui se retrouvent dans cette situation. Si déjà à l'échelle locale on décidait d'aider son voisin, son prochain, eh bien ça permettrait sur le plan finalement mondial d'enrayer, peut-être pas en totalité, mais en tous les cas de diminuer considérablement la pauvreté. Est-ce qu'on peut dire dans un pays riche comme la Suisse, pouvons parler de progrès social ? Justement, on se pose la question et c'est en ce sens qu'il faut vraiment des solutions inclusives pour l'inclusion de ces exclus, parce qu'aujourd'hui, comme on le disait, c'est pas la personne qui se met en marge de la société, ce sont des gens qui travaillent péniblement, qui
cumulent plusieurs peut-être boulots, qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Et ces gens tentent de garder leur dignité. Donc voilà, maintenant agissons. Et oui, il faut agir. Moi, comment on peut vous aider? De différentes manières. Vous pouvez bien sûr fédérer, nous rejoindre. Donc on incite tout un chacun à agir. Chacun a un talent, des talents, de l'expertise, des savoir-faire, du temps. On peut être des compétences, on peut être bénévole. Si vous n'avez pas le temps, parce que vous travaillez, parce que vous avez une vie de famille bien remplie, eh bien aidez-nous financièrement aussi, c'est important pour assurer la pérennité de notre action. Nous avons besoin aussi de dons en nature. Actuellement, nous aidons des gens qui sont dans une maison de fortune qui est vouée à être détruite, mise à disposition par un promoteur immobilier. Effectivement, il y a jusqu'à 7 personnes sans domicile qui vivent dedans le temps de l'hiver, le temps de passer l'hiver. Et on leur a mis à disposition, grâce à la solidarité, des chauffages à pétrole. Ces gens n'ont pas d'électricité. On a demandé à des entreprises, des groupes électrogènes, on a demandé à tout le monde du pétrole. Pourquoi? Parce que ces gens ont besoin de carburant pour faire chauffer leur chauffage. Oui. Donc déjà, ça c'est une action concrète de terrain où vous permettez à 7 personnes d'être au chaud et de garder dignité. Et l'action, je pense, l'action première qu'on peut faire pour changer les choses, c'est aussi quand on est devant son ordinateur et on dit je veux changer les choses, on voit un article par exemple sur Toi pour tous, c'est de liker, partager, ne serait-ce que montrer son idée sur la vie, son investissement, son opinion pour régler les choses. Ça change l'état d'esprit des autres, ça montre aussi que vous êtes une personne qui veut partager votre opinion sur ce problème. Et rien que ça change l'esprit d'une société. Montrer son degré d'implication. On l'a dit, l'égoïsme, l'indifférence tue. Donc, si chacun, vous pensez, oui, mais face à ce problème si grand, il y a la fatalité, on ne peut rien faire. Non, vous êtes tous acteurs de vos vies, de la société. À votre niveau, vous pouvez agir. N'enjambez plus des SDF sur les marches d'escalier. Oui. Demandez-leur comment peut-être ils vont ou s'ils ont besoin de quelque chose. Ne participez pas à cette indifférence collective. Décidons tous ensemble d'être plus fraternels, d'être tout simplement plus humains. Et on va pas oublier une chose, c'est qu'on va aussi mettre sur notre site internet de la radio Sans Chaîne tous les liens qui sont de Toi pour tous, on est bien d'accord, hein. Tu voudrais dire encore quelque chose? Moi, je voulais savoir un peu est-ce qu'il y a des projets à venir pour lesquels on peut venir pour voir un peu si on a envie de s'investir à votre cause. Donc, est-ce qu'il y a des projets à venir de votre part? Merci beaucoup. Nous avons besoin que toutes les associations, tous les gens puissent se réunir autour des mêmes buts. Et oui, il y a ce projet du PAV, Praille Acacia Vernet. Vous en avez peut-être entendu parler. Un projet d'aménagement de 3600 logements. Nous voulons nous positionner au sein du PAV pour permettre l'aménagement de logements relais d'urgence. Pour cela, nous faisons appel à des groupes architectes partenaires, à des groupes dans la construction, à des promoteurs, à des investisseurs. Toute personne qui voudrait justement être leader, précurseur et qui permettrait justement ce nouveau modèle coopératif et d'entraide. Ce serait merveilleux si nous tous, nous montrions l'exemple à travers des actions concrètes. Permettre un toit aux gens, des 400 francs à toute personne en situation de transition. Donc vous cherchez des bénévoles pour fonder un team sur ce projet, une équipe? Oui, on cherche des chefs de projet, donc bénévoles, puisque nous n'avons pas pour le moment les moyens de payer ces gens. On aimerait, mais nous n'en sommes pas là. L'ensemble de notre équipe est bénévole. On cherche effectivement des groupes architectes, on cherche, si des gens nous entendent qui sont dans des grands groupes de construction, mais venez avec nous, affichez votre différence concurrentielle à travers des valeurs humanistes, venez avec nous, on a besoin de vous, on a besoin de toi. Partagez un peu. Exactement. Un point aussi très important, les gens n'ont pas conscience que la précarité entraîne irrémédiablement l'altération de la santé physique et aussi psychique. Juste. Parce que ces gens, finalement, ils se replient sur eux pour ne pas basculer vers peut-être le suicide.
Face à ce tel traumatisme de se retrouver sans toit, sans domicile, démuni, eh bien on se mure, on s'isole, on adopte une forme de déni. C'est trop dur de s'avouer à soi-même qu'on est là, parce que on se dit mais comment j'en suis arrivé là? Comment ça a pu m'arriver à moi? Ben oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout un chacun, parce que personne n'est à l'abri dans sa vie, on l'a dit, de vivre ça. Toute personne dans sa vie sera confrontée au moins une fois à une situation de transition. Un étudiant, il va chercher un logement, il ne trouve pas forcément l'accès au logement. Une personne qui se sépare, qui divorce, une personne qui vit un accident de vie, une maladie. J'ai eu des gens qui ont témoigné, qui m'ont dit, voilà, moi, quand je suis entrée dans le logement, tout allait bien, j'ai eu un cancer. Voilà, 2 ans d'assurance maladie, 2 ans. Mais au bout de 2 ans, on vous lâche. Cette personne ne pouvait plus payer son logement. Elle ne pouvait pas le lâcher non plus parce qu'elle se disait, qu'est-ce que je vais trouver? J'aimerais trouver un logement moins cher, plus petit. Mais je suis malade. Je ne justifie pas de grandes ressources. Comment je vais retrouver un logement? Mais c'est terrible des gens qui vous appellent et qui vous racontent ce type d'histoire. Mais ce sont des réalités sociales bien présentes. Moi, j'ai une question, c'est avec tous ces gens qui t'appellent, comment toi, tu arrives à avoir un recul sur ces témoignages? Ça ne doit pas être évident, parce que moi aussi, en tant que journaliste, je récolte et j'entends aussi beaucoup de désespoir. Et comment tu arrives à avoir un recul sur ça? Je leur dis, vous n'êtes pas seuls. Je leur enlève cette culpabilité. Je leur dis, on est avec vous. Ne serait-ce que ça, de dire à ces gens qui sont très isolés, c'est vrai, qui n'ont plus souvent d'amis, ou même la famille qui les a rejetés, Complètement, ouais. leur dire, écoutez, déjà, voilà, ce n'est pas à vous d'avoir honte, mais c'est la société qui devrait avoir honte de cette situation de vie. Donc, reprenez confiance en vous, ça se joue beaucoup aussi dans le mental, hein. Ouais. Vous allez vous en sortir. Je leur dis, voyez la lumière, vous allez vous en sortir. On ne sait pas quand ni comment, mais vous allez vous en sortir. C'est une histoire de semaines, c'est une histoire de mois, peut-être d'années, mais vous allez vous en sortir parce que vous avez décidé, vous avez les ressources, on leur redonne l'estime d'eux-mêmes. On tente en tous les cas de les valoriser. Vous avez un cadre dans votre association? Un cadre. Un cadre qui... On a une charte éthique, effectivement. Oui. On demande une proactivité des gens. On ne peut pas assister des gens qui ne demandent pas à être aidés. Ça, on est bien C'est-à-dire que ces gens, s'ils veulent être aidés, mais on a besoin aussi de leur engagement. On a besoin qu'eux-mêmes répondent à des gens qui pourraient, par exemple, leur proposer de l'aide, même s'ils n'acceptent pas une chambre qui serait proposée ou n'importe. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les gens sont en situation de difficulté, de dénuement qu'ils doivent accepter la première proposition venue aussi, hein. Tout à fait d'accord. Nous, on souhaite à ces gens un minimum d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces. Voilà. Donc, on leur demande d'être proactifs. C'est très important, d'avoir une implication totale. En tout cas, tu as la niaque, hein, et puis ça me fait grand plaisir, en tout cas, de t'avoir dans nos studios, la radio sans chaîne. Si tu voudrais encore avoir quelques mots encore à dire, parce qu'on a bientôt, on arrive à la fin de l'émission. Mais je vous remercie aussi parce que là, je suis bien sûr en pleine confiance avec des Ah, gens tu peux, alors. tout à fait conscients de cette réalité. Parce qu'on en parle souvent à la radio sans chaîne. Tout le monde n'a pas cette vision-là. Donc bravo d'avoir l'empathie, le cœur, la sensibilité de ces situations. Souvent, il faut être passé par là pour se rendre compte, ne pas juger et aider. Donc ce que j'aimerais dire, n'attendez pas de passer par là. N'attendez pas d'être face au mur pour réagir. Parce que sinon, ce sont vos sœurs, peut-être vos frères, vos voisins, vous-même qui allez passer par là. Votre maman, on ne sait pas. Agissons tous, réagissons tous. Nous avons cette responsabilité individuelle et collective. Moi, je suis passé par là, j'ai eu 3 semaines, j'ai eu de la chance d'avoir ma maman et puis une autre personne qui m'a hébergé. J'ai eu de la chance. Mais tu voudrais pas faire un petit remerciement à quelqu'un, il semble? Oui, bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr. C'est grâce à vous tous que nous sommes là, grâce à des gens de cœur, des gens sensibles. Et bien sûr, je remercie fortement Noémie qui a permis cette interview en étant touchée de notre action et l'ayant relayée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux. Nous mettons toujours en lumière les vies de gens en difficulté. En l'occurrence, c'était une dame qui, depuis 1 an, cherchait à accéder au logement. Elle travaille, cette dame. Elle était donc sans domicile. Elle n'avait pas d'autre perspective que d'acheter une voiture pour passer l'hiver et pour
se retrouver à l'abri avec son chien. Donc ça, c'est absolument pas décent. Nous, on a tout fait pour se mobiliser. Et cette femme, enfin, a signé son bail. Donc tant mieux. Bravo. Et Noémie a été sensible à cela. Elle vous a parlé de notre action et nous vous remercions. Oui, alors je remercie Noémie de nous avoir contactés, ça c'est clair. Et on va peut-être finir en musique. Ouais, alors moi je voulais juste ajouter une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent, qui auraient vraiment, qui s'approchent de la situation de la rue ou qui sont dans la rue. Je rappelle que Carrefour Rue a quand même une friperie généreuse qui s'appelle Abu Dhabi, qui est à la, je crois, 154 route de Malagnou si je ne m'abuse, où on vous demandera pas de bons et vous pouvez aller chercher des habits chauds comme il vous plaira, vous faire un sac. C'est juste, ouais. Voilà, vous auriez un super accueil et tout est propre et repassé, prêt à être porté. Il y a des chaussures aussi, des choses, ça dépanne et tout le monde peut en avoir besoin. Donc vous êtes les bienvenus là-bas. Et je voulais aussi ajouter, il y a à Montbriand, pour ceux qui ont faim, au jardin de Montbriand, de la nourriture à midi, qui est gratuite aussi, ou pas de questions, rien du tout. Et il y a aussi la Coulou pour ceux qui désirent un logement, vraiment du dépannage parce que c'est des dortoirs, etc. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça et au final, voilà quoi. Alors, il y a aussi le bol du vieux billard qui est dans le parti du travail en fait, qui est détaché du parti du travail, qui est tous les mercredis à midi. Vous pouvez aussi manger gratuitement. Pancho qui fait de la très très bonne cuisine et vous êtes aussi très bien accueillis.